Bonjour à tous, bienvenue pour cette 10e édition d'Archilocus. Merci au public d'être venu en grand nombre ce soir. Et merci à ControlUp, ESN bordelaise, de nous accueillir dans ces locaux très cosy. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur ControlUp, Kevin est là pour y répondre peut-être à la fin du meet-up. Et voilà. On va commencer avec Antoine, qui va nous présenter un retour d'expérience sur des développements avec des composants qui étaient développés en CleanArchi et comment ils ont évolué, on va dire, au fil du temps. Et ensuite, on aura une présentation de Loïc sur les architectures composables. Merci à eux deux d'être venus de plus loin que Bordeaux pour faire ces conférences aujourd'hui. Et nous finirons avec une table ronde. On est dans un contexte aujourd'hui assez particulier où les entreprises resserrent un peu la vis. Et notre question, ce sera quel est le rôle de l'architecture d'entreprise et est-ce que le quotidien des architectes a changé dans ce contexte-là? Voilà, je donne la parole à Antoine. D'accord, donc bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour mon premier talk. Et aujourd'hui, je vais vous présenter comment est-ce que nous avons arrêté notre CleanArchi. Et on va parler de comment est-ce qu'on a eu l'intuition qu'il fallait changer les choses. Et ensuite, nous allons voir comment est-ce qu'on a mis ces choses en place et comment est-ce qu'on a refactoré notre architecture, comment on s'est posé nos questions et surtout comment on y a répondu. Et également, merci à Archilocus d'héberger ce talk et à ControlUp. Alors d'abord, je commence avec les choses très sérieuses, c'est-à-dire qui je suis. Donc je suis Antoine Mazur, je suis développeur, tech lead, formateur. Et j'adore deux langages qui sont assez rapprochés, qui sont Java et Kotlin, parce qu'ils m'apportent beaucoup de sécurité dans mon travail de développeur. Et ils m'aident à résoudre des problèmes, ce qui est mon activité de tous les jours. Et je travaille pour une boîte qui s'appelle Octo Technologies, qui est la branche technique et expertise d'Accenture. Et donc on développe des produits stratégiques sur mesure, on fait du conseil, de la formation. Et on est divisé en 4 parties. Donc, au milieu, dans notre cœur, il y a le produit. Et autour, on met de la technique, donc Cloud and Platform avec un peu d'Opsery, Data and AI avec les Data Engineers et Software Engineering avec les développeurs. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Et donc, tout commence, enfin l'aventure en tout cas commence en 2022. Donc, au début 2022, je recherchais une mission. Et avec quelques collègues, on s'est dit « Ah, cette mission-là a l'air sympa ». C'était une mission qui était dans le loisir, l'hôtellerie, les parcs d'attractions, etc. Et donc, on est arrivé sur un projet qui était qui avait 2 ans d'âge, donc déjà un petit legacy, avec à peu près 100 000 lignes de code, 3 équipes en parallèle. C'était en prod, donc super. Et au fur et à mesure, on s'est posé des questions et on s'est dit « Mais on n'arrive pas à comprendre toute l'architecture, on n'arrive pas à comprendre le code, on a eu beaucoup de mal à créer des features en étant véloce, comme on dit. Et avec le temps, on s'est dit, on va essayer de mettre nos intuitions, de comprendre nos intuitions, et on va essayer d'en faire des statistiques pour avoir des leviers. Et surtout, on n'avait pas le mandat à cette époque pour changer les choses, c'est-à-dire qu'on devait faire de la feature, on ne pouvait pas forcément refactorer, parce que bon, le client voulait absolument des features, et puis c'est difficile de lui dire bon, attends 2 minutes, on va d'abord refaire l'archi, on ne va pas délivrer de valeur. Et puis un jour, le client arrive avec une feature assez ambitieuse, et on avait assez peu de temps pour la faire, et surtout, il n'avait pas de plan B. Et il nous a dit, bon ben d'accord, faites cette nouvelle feature sur un pan applicatif un peu séparé pour tester votre produit un peu comme un POC. Et quand ça sera validé, on pourra peut-être l'étendre. Et c'est ce que je vais vous raconter. Et comment je vais vous le raconter? Donc d'abord, je vais poser un peu le contexte, c'est-à-dire qu'est-ce que fait mon application, métier? C'est quoi le métier? Ensuite, nous verrons comment on passe des intuitions au refacto en prenant trois axes différents. Tout d'abord, l'application n'a pas besoin de clean architecture. Donc on va regarder comment on l'a découvert et comment on a fait pour l'enlever. On va voir aussi comment on s'est rendu compte que l'architecture était mal découpée. Et ensuite, on avait l'impression de passer nos vies à écrire des tests. Et on va voir comment est-ce qu'on était sûr qu'on passait vraiment notre vie à écrire des tests et comment est-ce qu'on a changé les choses. Et à la fin, on verra les futurs de l'application, qu'est-ce que notre équipe souhaite faire par la suite. Et on fera un court résumé de ce qu'on a vu.
Donc notre cœur de métier, c'est de gérer des tunnels de vente. Donc là, on a le tunnel d'achat de billets. Et si vous connaissez, alors ce genre de tunnel, c'est ce qu'on peut retrouver chez Amazon, chez ManoMano normalement. Il y a un catalogue, l'utilisateur voit d'abord les produits, ensuite il les choisit, il les met dans son panier, ensuite il arrive à l'étape tant attendue par le client, enfin par notre client, qui est l'étape de paiement, et ensuite il y a l'étape tant attendue par les utilisateurs, c'est la réception de leur billet pour ensuite aller au parc ou au musée ou autre. Sauf que des tunnels, on en avait plusieurs. Donc il y a le tunnel d'achat de billets, le tunnel de séjour et le tunnel des passes. Les passes, c'est pour aller au parc toute l'année. Mais en tout cas, c'est 3 tunnels bien distincts. Ce n'est pas les mêmes métiers. Et en fait, des tunnels, on en a plein. Et notre API, où elle se trouve dans tous ces tunnels, elle est au milieu et elle va chercher des informations sur plusieurs back-ends. Les back-ends représentent la complexité métier de chacune des entités de notre entreprise. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ici une API REST? En fait, le why de notre produit, c'est notre client commençait à acquérir plusieurs parcs d'attractions, des musées, etc. Et à chaque fois qu'il faisait une acquisition, il avait un nouveau SI à gérer, une nouvelle application à gérer. Et dans une logique d'uniformisation des coûts, il s'est dit, je vais faire une API REST au milieu avec un front qui est générique à tous les parcs, qui est configurable, donc on peut changer les couleurs, les logos, etc. Je vais lister mes coûts. Et donc désormais, quand on ajoute une feature, par exemple, si on ajoute une feature pour le back-end de A, parce que chaque back-end a ses propres features et a sa propre complexité, par exemple, Surfland et Penguland, ils vont en profiter. Et nous, grosso modo, donc là j'ai illustré par des petits ronds, des petites lunes toutes belles, mais en fait, nous on reçoit des gros XML tentaculaires, parfois récursifs, et notre travail c'est de les traduire et ensuite de les envoyer dans des beaux gisons qu'on a bien structurés. Mais bon, là vous comprenez que je suis un peu biaisé parce que c'est moi qui les structure. Et donc, avec cette belle application, on a eu des intuitions. Donc quand on est arrivé sur le projet, vous connaissez peut-être cette image-là, qui est dans le livre qui est là-bas d'ailleurs, qui est Clean Code. On a un compteur d'étonnement qui nous donne, grosso modo, si le code et l'architecture sont bons ou pas. Et donc, pour du bon code, on est assez peu étonné parce que tout paraît intuitif, simple. Et pour du code un peu moyen, on va dire, on est beaucoup étonné. Ah, mais pourquoi cette logique est ici? Pourquoi est-ce que ça fait ça? Je ne comprends pas. Et donc, on a eu plusieurs. Donc, ici, j'ai illustré avec quelques verbatims, mais par exemple, on a été assez étonné quand on recherchait la logique qui se passait sur la recette, et on ne trouvait pas pourquoi est-ce qu'on avait ce comportement-là. Et en fait, on a trouvé la réponse au fin fond de Mapper dans l'application, et en fait, ça faisait des appels réseau. Et ça, on n'était pas au courant à ce moment-là. Donc, c'est petit à petit, on a découvert ces choses. Et ensuite, je vais parler d'une classe qui est le panier, dont j'ai parlé tout au début. Et en fait, le panier, il faut savoir que c'est plus de 1000 lignes de code qui sont assez couplées avec l'application et à peu près 3000 lignes de test. Mais bon, ça, je vous spoil un peu pour la suite. Et donc, on a eu des intuitions récurrentes parce que, il faut choisir. La première, on s'est dit, OK, là, on perçoit que le domaine, il est anémique, qu'il n'a pas forcément de logique à l'intérieur. Et en fait, on a l'impression que c'est juste l'infrastructure de notre application qui porte la complexité. Ensuite, on s'est dit, en fait, on a l'impression d'être très dépendant avec les autres équipes. On a l'impression de un peu se marcher dessus. En fait, on a vraiment l'impression d'avoir un mauvais découpage dans l'application. On n'est pas vraiment isolé. Et notre troisième intuition, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on passait nos vies à écrire des tests. Et ça, c'était assez démotivant parce que quand on écrit des tests, alors oui, ça ajoute de la qualité, mais on n'ajoute pas forcément de valeur directe pour l'utilisateur. C'est de la valeur un peu indirecte. Et puis chez Octo, on aime bien dire une phrase, on dit plutôt je pense que, on ne dit pas je pense que, pardon, mais je mesure que. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc juste un petit rappel avant de rentrer dans le détail. Vous connaissez un peu la Cleanarchy ici? Ouais? Ok. Bon je vous fais très rapidement. Donc au milieu de Cleanarchy, on a le domaine avec tout ce qui est le métier. Donc ici, chez nous, ça va être la restauration, l'hôtellerie, les parcs d'attractions, les tickets. Et autour va graviter l'infrastructure, qui est par exemple ici illustrée par du Docker, du SQL, du Redis, etc.
Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que le domaine, il est séparé, il est isolé de tout le reste de l'application. Ça veut dire que le domaine n'est pas corrompu par la technique. Et comment ça se matérialise? Donc ici, quand notre PO nous dit j'ai envie de récupérer les billets valides, on lui dit OK, on va développer cette route. Et le code qui est affiché ici, où on dit juste retourne les billets qui sont valides, notre PO peut le comprendre, sans parler de technique. Et en fait, on met entre les deux, entre l'infra et le domaine, une interface qui parle aussi le langage du métier. Et en fait, c'est notre infrastructure qui va venir implémenter cette règle d'interface, ce qui est une inversion de dépendance. Sauf que nous, quand on a commencé à développer, notre client nous a d'ailleurs parlé de ce problème de validité de ticket. Et on a dit, OK, super, on va aller dans le domaine, et puis on va commencer à dire, OK, est-ce que le billet il est valide? Je vais mettre mes règles et tout, ma gestion. Puis notre client nous dit, mais attends, parce qu'il y a un problème. Dans le back-end de A, on a une règle de gestion, et dans le back-end de B, on a une autre règle de gestion. Donc dans le back-end de A, c'était un peu fouillu. On avait un nombre d'utilisations qui devait être inférieur à 2, on avait une date qui devait être inférieure à la date du parc, à la date du billet. Et dans le back-end de B, on était assez tranquille, c'était juste un booléen. Et donc, en fait, dans le domaine, on ne peut pas faire ça. Donc on est obligé de faire la logique côté infra, et ensuite de tout mapper dans le domaine. Mais quand on mappe dans le domaine, au final, on ne donne qu'un booléen. Et donc le booléen, il est... ça rend le domaine anémique parce que c'est juste un getter, un setter, il n'y a pas vraiment de logique. Là où on devrait avoir une complexité plutôt dans le domaine. Et donc on s'est dit, on va compter, on va faire des statistiques. Et on s'est dit, bon, OK, on voulait plutôt un MVP, et on s'est dit, on va compter le nombre de lignes de code, ça sera déjà assez parlant. Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a regardé combien de lignes de code on avait sur notre projet. On avait à peu près 43 000 lignes d'infrastructure, 7 000 de domaine. Et on s'est dit, OK, on a 6 lignes d'infra par ligne de domaine. Donc on s'est dit, OK, avec cette information, on ne pouvait pas voir plus loin. Et on s'est dit, on va regarder qu'un autre projet. Donc on allait chercher chez Octo. Comme on est une ESN, on peut aller voir sur d'autres projets, ça c'est pas mal. On allait voir un projet sur lequel les développeurs étaient globalement contents de l'architecture, de la clean archi, même s'il y avait quelques trolls de temps en temps. Et ils nous ont dit, nous, on a 19 000 lignes d'infrastructure et 22 000 lignes de domaine. Donc on a dit, OK, donc en ratio, ça fait 0,85 lignes d'infra par ligne de domaine. Donc on a 6 fois plus de lignes d'infra, nous, de notre côté, pour le même nombre de lignes. Donc on s'est dit, peut-être que si on enlève la partie domaine, au final, on enlèvera juste du code et on pourra tout gérer avec notre infra. Et du coup, c'est ce qu'on a fait dans notre nouvelle brique applicative. On s'est dit, on va supprimer donc, cette couche ici, on va supprimer le mapping, on va supprimer le domaine. Et au final, ça ne nous a pas fait gagner tant de lignes de code que ça, parce qu'il n'y avait aucune complexité, et il n'y avait pas beaucoup de lignes. Donc on a eu 15% de lignes de code en moins. Bon, moi j'aime bien supprimer du code, parce que quand je supprime du code, je supprime du code à lire. Donc ça me permet d'être plus efficace. Et surtout, en faisant ça, on ne se pose plus de questions quant à où mettre la complexité. Avant, la complexité pouvait se trouver dans le domaine, elle pouvait se trouver dans l'infra. Donc on se posait des questions, ça nous faisait des petites charges mentales. Et surtout, on retire un niveau d'abstraction. Parce que quand on est dans l'infra, on connaît le back-end qui nous consomme. Mais quand on est dans le domaine, il y a certaines règles qu'on n'a plus à ce moment-là. En fait, comme par exemple le back-end externe A, il a une certaine règle avec une certaine logique métier. Et dans le domaine, quand on fait le mapping, on ne l'a plus forcément parce que tout doit être générique pour tous les back-ends. Donc on avait des règles un peu spéciales, mais bon. Ensuite, deuxième partie, on s'est dit, l'application, on trouve qu'elle est mal découpée. Donc c'était mon intuition tout à l'heure avec, on se marche dessus avec les autres équipes. Donc pour ça, on a regardé une ligne de commande Git qui est assez pratique, qui donne le nombre de modifications par fichier. Donc nous, ça nous donnait le nombre de MR qui modifiait ces fichiers-là. Donc on a regardé, on a vu que le carte était modifié 150 fois. Et puis on a vu que le deuxième fichier, qui était le plus modifié, était modifié 3 fois moins. Donc on s'est dit, OK, le carte, c'est vraiment l'endroit où tous les devs passent, quoi. Et puis, effet qui se coule, on a regardé, et le carte aggregator représente, donc qui est aussi lié aux cartes, directement, carte, c'est le troisième fichier le plus modifié. Donc on s'est dit, là, on a le levier efficace à actionner pour couper l'application, on va découper le carte.
Et puis on a quand même regardé, on a fait donc il y a un outil sur IntelliJ qui est vraiment pas mal. Bon, là on voit pas très bien, mais c'est la matrice de cycle, matrice de dépendance. Merci. Donc c'est la matrice de dépendance et ça nous permet de connaître les relations entre nos packages. Et donc là, par exemple, on voit que le cart avec le donc là c'est quoi? C'est pass renewals. Il y a à peu près 58 dépendances. Donc c'est-à-dire que le cart, il appelle 58 fois pass renewals. Et si on regarde sur la ligne plutôt verticale, on voit que pass renewals, il a 32 dépendances avec le cart. Donc il y a des dépendances cycliques entre tous nos dossiers dans l'application. Et en plus de ça, il y en a énormément. Donc à ce moment-là, on était sûr que notre application était mal découpée, qu'il y avait un problème dans l'architecture. Et donc on s'est dit, bon, on va découper le cart. Et comment est-ce qu'on a fait? Donc on a regardé le cart, on a vu qu'il possédait des billets, des repas, des passes, des séjours, etc. Et on s'est dit, c'est bizarre, il y a quand même pas mal de règles de gestion qui sont par tunnel. Et en fait, le cart, il possède toutes ces règles de gestion. Donc si vous vous rappelez un peu les principes solides, il y a SRP. Et donc on se dit, notre cart, il devrait répondre qu'à un seul domaine. Et là, on voit qu'il répond à 3 domaines. Donc on est allé voir le métier quand même, on lui a dit, OK, là on a des billets et des repas dans notre carte, est-ce que c'est possible d'avoir un séjour en plus? Et donc le métier nous dit, bah non, c'est pas possible. Bon, le métier dit toujours, peut-être que demain on l'aura, mais en tout cas, sur le moment, c'était pas possible et c'était pas prévu non plus. Et on s'est dit, bon, bah, on va découper notre carte en 3 parties, on va le découper en billetterie, enfin carte billetterie, carte passe et carte séjour. Et donc au final, ça nous donne un découpage, ça nous réduit notre classe de cartes. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'elle faisait 1000 lignes. Bon, bah là, on a des classes de 300 lignes. C'est pas non plus, on n'y gagne pas tant que ça non plus. On a quand même des grosses classes. Et puis on y réfléchit un peu, et puis on se dit, c'est marrant, dans DDD, on nous parle d'ubiquitous language, le langage partagé pour un domaine. Et puis on nous parle de contexte, et on nous dit que pour un lexique métier, on a un contexte. Donc ici, on a 3 lexiques métiers, donc on a 3 contextes qui sont isolés. Et puis on réfléchit un peu et on se dit, ouais, ok, bon, on a des lexiques métiers, mais en fait, finalement, on a aussi des lexiques pour les back-ends. Par exemple, on a des back-ends qui ne parlent que de pré-package, de quotation, etc. D'autres back-ends qui nous parlent de variants, de family, et d'autres back-ends qui nous parlent de barcode, customer. Et on se dit, mais en fait, on pourrait aussi faire un découpage. Enfin, en fait, le ubiquitous language, c'est pas forcément que métier, ça peut être aussi un découpage technique. Et donc, on est arrivé à découper notre application qui était avant, qui était une unité. On s'est dit, on va la découper par tunnel, et ensuite, on va la découper par back-end. Et en faisant ça, en réalité, on gagne énormément de... Enfin, en fait, c'est pas on gagne, c'est on perd l'abstraction qu'on avait avant. Et donc là, je vous mets que des ressentis parce que j'ai pas réussi à le rendre tangible, bien que ça sera dans la pipeline. En termes de développeur expérience, on trouve que le code est moins complexe. Et comme le code est moins complexe, il est plus simple, il est moins générique, on se retrouve avec moins de bugs, on a l'impression d'être plus productif et ça se vérifie. Et quand on a un bug, en tout cas, on arrive à le fixer dans la journée. C'est très, en tout cas, on trouve qu'on est très rapide, mais bon, c'est peut-être tous les devs. Et ensuite, troisième intuition, donc là j'ai parlé des tests, c'est on passait notre vie à l'époque à écrire des tests. Et donc on revient sur notre histoire de je compte mes lignes pour voir où est-ce qu'il y a la complexité. On regarde sur notre projet encore une fois et on voit qu'on a 9 lignes de tests par ligne de code. Et on se dit, ok, bon, on a quand même beaucoup de tests à maintenir, surtout qu'on a beaucoup de fichiers XML JSON pour faire des mocks, parce qu'on a beaucoup de tests end-to-end qui sont très lents. On peut peut-être y remédier. Mais encore une fois, on n'avait pas encore de point d'ancrage. Donc pareil, on est allé voir sur un autre projet où les développeurs étaient confiants quand ils faisaient leur développement et où ils pouvaient faire des refactos sans casser tous les tests, sans avoir peur de casser le code de prod, etc. Donc avec une bonne couverture. Et on voit qu'on fait à peu près 4 fois plus de tests que eux. On se dit, bon ben, c'est sûrement qu'on teste trop. Et donc maintenant qu'on a trouvé encore un levier, on a décidé de redéfinir notre stratégie de test, parce qu'on était sûr que ça n'allait pas. Et donc on a défini, alors c'est venu avec le temps, là je vous mets l'histoire finale, mais au début on ne savait pas qu'on allait faire tous ces 3 types de tests. Donc des tests d'orchestration, c'est les tests qu'on va faire sur les use cases, et on regarde juste que le use case, au final, il appelle les bonnes routes. On regarde qu'en fait, le métier, ce qu'il nous dit, c'est ce que le code fait. Par exemple, le métier il nous dit, quand on paye un panier, on vérifie que l'utilisateur est authentifié.
Mais pour vérifier qu'il est authentifié, on n'a pas besoin de regarder 300 champs dans un mapping ou autre. On regarde juste que ça appelle bien le... En fait, on a confiance dans nos implémentations. Donc, c'est des tests qui sont assez en surface. Ensuite, on rentre un peu en profondeur. On a fait des tests de complexité. Donc, c'est des tests qui sont sur des méthodes. Bon, souvent, on dit test unitaire ou autre, mais on n'est jamais tous d'accord dessus. Donc, on a dit test de complexité. Et nous, on n'était pas très convaincus. Enfin, on avait un peu peur de tester notre calcul de prix, parce que c'est assez sensible, et puis c'est assez... Et puis parfois, ça peut être complexe quand on joue avec des doubles. Et donc, on décide, pour des méthodes complexes, de tester vraiment unitairement. Et troisième, alors tout à l'heure, je vous ai parlé de profondeur et tout, et de surface. Lui, il est vraiment en orbite. C'est vraiment un truc qui est en dehors de l'application. C'est le test end-to-end qui va faire vraiment des appels à l'API. On va en discuter dans quelques minutes. Et donc, pour faire notre stratégie de test, à l'époque, on avait une stratégie de test où on ne se posait pas trop de questions. On disait ah, j'ai un if, donc je fais un test. Ah, j'ai une nouvelle méthode, donc je fais un test. On faisait du test, ouais, on ne se posait vraiment pas de questions. Et maintenant, on se dit ok, là, j'ai fait mon test d'orchestration parce qu'il y a de la complexité, c'est ce que, enfin, ça nous rassure. Mais par contre, est-ce que je dois tester, je sais pas moi, ma méthode de cache, juste un getter dans le cache? Ok. Est-ce que c'est complexe? Bon, c'est un getter, normalement non. Est-ce que c'est sensible? Qu'est-ce que ça affiche? Ça affiche une description. Bon, ça m'a pas l'air très sensible. Donc on décide de ne pas le tester. Et puis on verra bien ce qui se passe. Et ensuite, on dit, ok, on a aussi quand même des tests qui sont complexes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le calcul de prix. Bon, le calcul de prix, on va le tester. Mais le calcul de prix, il rentre dans ces deux cases-là en vrai, parce que c'est complexe et sensible. Et ensuite, il y a des choses qui sont juste sensibles. Par exemple, le paiement, hein, sans parler des prix, c'est assez sensible, donc on va quand même vérifier. Ensuite, il y a un test qui a été assez controversé au départ, et maintenant on est complètement convaincu. C'est notre test end-to-end. Donc on a un test end-to-end. Alors ici, c'est marqué notre seul test end-to-end, mais en vrai, on en a un par tunnel, par brique. Donc on en a 2-3 quand même, parce qu'on commence à refaire l'application petit à petit. Et notre test end-to-end, qu'est-ce qu'il fait? En une seule run, il va il va aller chercher sur le catalogue les produits, donc il va les afficher, il va les ajouter dans le panier. Ensuite, il va acheter les produits de son panier et il va vraiment payer. Donc notre test end-to-end, là, vous voyez, il est branché à un environnement de recette. C'est-à-dire qu'il va vraiment payer. Et au départ, c'était assez controversé parce que les autres développeurs nous disaient, mais le problème de ça, c'est que si la recette tombe, bah, votre test, il passe plus. Et les pipelines, elles ne passent plus. Bon, on s'est dit, OK, mais en fait, on ne le met pas dans les pipelines, ou bien on le met dans la pipeline une fois par journée, ou bien c'est un test qui ne casse pas, enfin qui n'empêche pas en tout cas de pousser en prod ou autre. Et puis on est tranquille. Donc c'est ce qu'on a fait. Et ce test-là, il nous rassure de deux manières. Il nous rassure sur le fait qu'on n'a pas cassé 80% des cas de l'application, parce qu'en fait, le cas passant, c'est 80% des cas de l'application. C'est un peu la loi de Pareto, 80-20. Donc on s'assure que le client peut payer et surtout qu'il reçoit bien son mail avec son barcode. Et ensuite, deuxième effet sympa, c'est que comme on travaille avec des back-ends, parfois les back-ends qu'on consomme changent leur contrat d'interface. Et parfois, ils ne nous le disent pas forcément. Parce que des fois, notre contrat d'interface, c'est peut-être un bug, et nous, on l'utilise en tant que feature. Vous connaissez, c'est pas un bug, c'est une feature. Et bien, c'est exactement ça. Et donc, quand on n'a pas modifié le code et que notre test casse, bah, on sait qu'on doit aller pinguer nos partenaires pour leur dire ça ne va pas. Et donc, il y en a qui disent oui, moi j'ai une stratégie de test en diamant, une stratégie de test en glace, etc. Bon, nous, comme on vient de Paris, c'est plutôt la fameuse tour Eiffel des tests. On a tout en haut notre test end-to-end qui est un peu lent, mais bon, il n'y en a qu'un, donc ça va, on accepte. Et à côté, on a des tests qui sont instantanés. Là où à l'époque, on avait des milliers de tests et c'était assez long. Alors là, il dure encore une petite dizaine de secondes. Bon, c'est à cause de ArcUnit. J'aime bien relancer la faute sur les autres, mais on va corriger ça. Et qu'est-ce qu'on y gagne avec cette nouvelle stratégie de test? Désormais, on a 1,5 ligne de test par ligne de code, de prod. Donc on a une couverture
qui devrait baisser, mais en fait pas du tout, elle est restée inchangée, on a toujours 85%, donc ça on est assez fiers. Avant on avait à peu près 600 tests bout en bout, bon maintenant on en a entre 1 et 3, mais bon je préfère dire 1, ça fait un peu plus d'effet. Et on met 10 secondes pour lancer tous les tests, alors qu'à l'époque ça durait quand même 4-5 minutes, selon comment on les lançait. Et donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce que je vous ai dit pendant cette demi-heure? Donc tout d'abord, comment on se projette? Nous, l'équipe, c'est quoi notre prochaine étape? Donc on aimerait bien mettre en place des indicateurs de qualité, donc les fameux indicateurs Accelerate, en tout cas au moins 2. Le temps qu'on met pour corriger un bug, pour mettre des, enfin plutôt que parler de ressenti, mettre des vrais stats dans ce qu'on dit. Et ensuite, on aimerait aussi montrer le nombre de bugs qu'on livre en prod. Parce que si on commence à avoir une architecture plus complexe, forcément, on va livrer plus de bugs en prod. Et donc, il faudra refaire des modifications d'architecture. Et ensuite, bon là, ce que je vous ai présenté, c'est sur la partie dont je vous ai parlé au début, qui était un peu le proof of concept qui est en prod quand même. Hein. Mais bon, c'était juste pour prouver que ça allait marcher. Et là, on aimerait bien pousser le concept sur les autres parties de l'application pour changer le code partout. Et donc, qu'est-ce que je voudrais que vous reteniez de ce talk? C'est quand vous avez des intuitions, quand vous avez des douleurs sur votre projet, le top, c'est de les rendre tangibles, et on les rend tangibles en faisant des statistiques, comme on a fait avec les lignes de code. Ce n'est pas forcément des statistiques parfaites, mais en tout cas, à partir du moment où ça prouve un minimum votre modèle, c'est vraiment trop bien pour convaincre les décideurs. Nous, on est passé en comité d'architecture pour faire valider notre architecture, et c'était OK. Et ça nous a été fort utile. Ensuite, il y a une erreur qu'on a fait au début du développement, c'est qu'on avait tendance à essayer de tout factoriser. C'est pour ça qu'on avait... tout était abstrait parce que tout était factorisé. Et souvent, en tant que jeune développeur, on se dit « Ah, mais moi, je veux faire des refactos, je veux tout recentrer. » En fait, dupliquer, c'est pas si mal non plus. Et en fait, au final, d'un côté, on a la factorisation qui est du couplage, et on a de l'autre côté la duplication qui est du découplage, en réalité. Et souvent, on cherche les deux, on cherche à faire de la factorisation et du découplage, mais ce n'est pas forcément possible. Et ensuite, la grande question qu'on se pose depuis longtemps, c'est comment est-ce que je vais découper mon application? Au final, juste regarder c'est quoi nos lexiques, et ensuite on découpe par lexique. Bon, chez nous, ça a marché, j'espère que ça marchera chez vous. Merci beaucoup pour votre écoute, et je peux répondre à vos questions. Yes, merci Antoine. Alors, on n'a pas eu de questions sur le live en attendant, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à les balancer maintenant. Je l'avais noté quelques-unes, moi, de mon côté, après je laisse la main là-bas. Tu disais, du coup, que vous n'avez pas encore d'indicateur pour mesurer l'impact derrière. J'avais noté globalement l'impact que ça pouvait avoir sur les perfs, sur la qualité, sur les régressions, sur tout ça. Alors, sur les performances, il faut savoir que nous, on n'est pas du tout... En fait, comme on est un peu un back for front, avec un petit peu de logique, comme tout back for front qui se respecte, on n'a pas forcément enfin, notre application n'a pas de problème de perf, dans le sens où nos performances sont chez nos partenaires en réalité. Bon, nous, on fait que la traduction de XML, bon, ça va. Et ensuite, c'était quoi les indicateurs, pardon? Sur la stabilité, je ne sais pas si vous avez des indicateurs, par exemple, de latence des P95 sur vos API, par exemple. Est-ce que c'est des choses qui ont été impactées, vous avez pu mesurer ou pas? Non, ça, j'ai pas eu de mesure. Alors là, on s'est amélioré énormément en termes de stabilité et de performance, mais c'est parce que notre nouveau partenaire, avec qui l'on intègre, il a aussi des très bonnes perfs. Donc, c'est pas forcément que nous. Ok, super, merci. Est-ce qu'il y a du monde qui a des questions dans l'assistance? Il y en a une. Attends, ouais. Micro. Merci. Ouais, j'ai une question par rapport à, tu disais, avec ton client. Qu'est-ce que ça lui a apporté, lui, le gain business, en fait, derrière? Parce que là, on voit bien, effectivement, un gain pour les développeurs. Voilà, on voit très, très bien la partie très tech. Et lui, qu'est-ce qu'il a gagné, en fait? Voilà, il commence à évoquer avec les perfs ou voilà, les partenaires, mais vraiment, qu'est-ce qu'ils ont vu en gain? Alors, le premier gain, c'est d'avoir une équipe de développeurs contente, mais c'est pas forcément ça. Non, mais c'est pas notre. Ouais. Mais par contre, là où, pour être sérieux, c'est plutôt... comme le code, il est plus simple, on se pose moins de questions, donc forcément, on est plus productif. Il y a aussi l'aspect, comme j'ai dit, moins de bugs. Vraiment, le fait de créer moins de bugs, c'est game changer pour le client, sur les équipes. Enfin, de avant à maintenant, en tout cas, en termes de ressenti, on sait vraiment qu'on délivre moins de bugs, quoi. Il
faut vraiment que je sorte les stats. Il faut que je le fasse. Mais... D'accord. Ok. Donc, c'est vraiment donc une stabilité de la plateforme et donc effectivement un maintien en condition opérationnelle et moins de On coûts a l'impression de développer, d'amener de la valeur plus rapidement. D'accord. Ça, il faut que je le mesure. Comment? Oui. C'est en cours. Oui, et aussi, du coup, comme on corrige les bugs beaucoup plus vite qu'avant, parce que là, on comprend. Bon, après, c'est aussi parce que comme c'est nous qui avons fait le code de bout en bout, on le connaît beaucoup mieux qu'avant aussi, ça joue. Mais en tout cas, les bugs, pour le peu de bugs qu'on a enregistrés, on arrive à les corriger très très rapidement. Ça veut dire que ça vous a aidé dans la connaissance du code, le fait de devoir passer dessus, retravailler tout ça? Ouais, en fait, comme on a fait une brique un peu à côté, du coup, si on supprime tout le code et qu'on fait un truc à côté, ça marche. Mais bon, c'est le rêve de tous les développeurs, faire c'est pas des refactos, c'est des refontes, voilà. Okay. Dernière question, Cyril, tiens, vas-y. Si on a le temps. Merci. Du coup, le titre de ta présentation, c'est comment on a arrêté la cleanarchy. Est-ce que pour toi, du coup, vous faites plus du tout de cleanarchy, ou alors c'est une cleanarchy dans un environnement où il n'y a pas de modèle, et finalement c'est une cleanarchy qui est adaptée, mais dans vos pratiques, vous utilisez toujours les bonnes pratiques de cleanarchy? Alors, en fait, l'aspect cleanarchy que je vois, c'était surtout la séparation entre le domaine et la technique. Et en fait, nous, on s'est rendu compte qu'au final, notre valeur, c'est de comprendre la technique et de l'utiliser. Donc, au final, on a supprimé cette frontière qui est entre le domaine et la technique, et on a un peu mélangé les deux. Ça nous facilite. En fait, comme on se pose plus de questions de « Ah oui, c'est générique, ça marche pour ce backend-là, ah, ça marche pour ce backend-là également », mais pas pour celui-là. Enfin, tu vois, il y avait plein de règles un peu bizarres où on devait déterminer le back-end, par exemple avec l'ID, enfin des trucs. Ouais, en fait, la cleanarchy vous apportait des contraintes, Ouais. et là, vous êtes un peu libéré de ça, quoi. Exactement. Okay. Mais du coup, est-ce que vous n'avez pas perdu en modularité? Si jamais justement il y a un back-end qu'il va falloir remplacer, du coup, est-ce que ça va pas être plus compliqué vu qu'il est un peu plus lié oui. à votre domaine maintenant? Ok, je comprends. Parce qu'à l'époque, tu veux dire qu'on on perd les règles du domaine qu'on a mis dans ce back-end-là? Normalement, l'objectif de découpler, c'est les couches. En gros, ça permet vraiment de découpler tes applications et du coup, le module, un de tes backends, si jamais tu veux le remplacer, tu peux facilement le remplacer en changeant juste tes ports et adapteurs. Ouais. Mais là, du coup, si vous avez plus vraiment de ports et adapteurs, mais qu'il y a juste un gros. Alors effectivement, on aurait pu garder l'aspect. Tu vois, donc là, admettons, notre client nous dit le back-end de A, vous le remplacez par le back-end de C et puis on le jette. Donc on va garder effectivement la couche du domaine. Mais la couche du domaine, en fait, elle représente vraiment 0 en termes de complexité. Enfin, pas 0, mais elle représente un très faible pourcentage en termes de complexité et en nombre de lignes de code. C'était 1 pour 6, je ne sais plus trop. Mais du coup, en fait, on accepte de refaire le domaine à différents endroits. Parce qu'au final, même les règles du domaine, elles sont vraiment différentes par back-end. Le back-end de A, il peut avoir implémenté je sais pas, un groupage de dîners. Et le back-end de B, il peut l'avoir pas du tout implémenté. Et du coup, ces règles-là, elles sont que côté back-end parce qu'elles sont très spécifiques. D'autres questions? C'était la dernière. Merci beaucoup. Il y a plein de merci sur le live. Avec il y a plaisir. des commentaires. Merci Antoine. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour ton intervention. Avec plaisir. On fait une petite pause. On fait une petite pause.